En circuit fermé, avec Serge Bouchard. Oui, bonsoir. Dans une autre émission, Jean-Philippe Plot me demandait il y a quelques secondes ce que je pensais de mon arrivée sur Facebook. Alors, finalement, quand j'ai réfléchi bien, voici ce que j'en pense. J'ai rédigé ce texte, qui est très, très conventionnel de rédiger un texte. On écrit encore « Être un ami ». Je sais que l'amitié est importante. Je sais surtout, c'est un signe des temps, que nous avons tendance à lui donner de plus en plus d'importance. Oui, de nos jours, nous sommes, on pourrait le dire, fous d'amitié. Et nous la déclarons, notre amitié, nous la réclamons, la recherchons, comme s'il s'agissait de l'oxygène de notre pauvre vie. Facebook aidant, le mot même d'ami, c'est comme vidé de son sens flou et mystérieux. Il est devenu strictement quantitatif. Racoleur, voyeur, excité, fouineur, superficiel et, disons-le, très achalant. C'est l'amitié devenue une sorte de mesure, de volume. Alors, Jean-Philippe Plot, oui, c'est conforme, Jean-Philippe Plot, l'homme des internets, qui réagit à toutes les vibrations du web, a ambitionné, et c'était son idée, et c'est chose faite, de m'ouvrir un compte Facebook à mon nom, dans le cadre de l'émission C'est fou. Alors, la chose est faite, et je vous le dis d'entrée de jeu. Je n'accepterai aucun ami. Et je ne demanderai l'amitié de personne. L'ami numérique est un drôle d'oiseau. La remarque est souvent faite, mais rares sont ceux et celles qui en tirent les bonnes conclusions. Car on ne le dit pas assez à nos enfants. La meilleure façon d'avoir de bons amis, c'est de ne pas en avoir au départ, de ne pas en avoir le plus longtemps possible dans la vie, et de ne pas en chercher surtout, de ne jamais en demander. Alors, et retenez ceci, c'est de la philosophie, alors, au fil du temps, n'importe quand, une âme en peine ou une âme en joie finira par croiser la tienne et tu la reconnaîtras. Les vrais amis sont rarissimes. Il est impératif qu'ils te méritent, qu'ils gagnent ta confiance et ton amitié. De l'autre côté, il est aussi impératif de pouvoir être à la hauteur de l'amitié d'un véritable ami. Vous aurez noté que tout ce que je viens de dire s'applique à l'amour. Est-ce l'amour qui est une succursale spécialisée, plus intense de l'amitié? Ou est-ce que l'amitié est une sous-espèce de l'amour? Une chose est sûre, pour être un vrai ami, il faut aimer, bien aimer, savoir aimer. Pour être un amoureux de classe, il faut savoir vivre l'amitié et la bien vivre. Alors, on redirait des choses évidentes. L'amour-passion, l'amour jaloux, l'amour abrasif est une pulsion fort connue, impossible à étaler dans le temps d'une vie. C'est aussi brûlant que pathétique un amour-passion. Toujours souffrant, assurément éphémère, à tous les coups éphémère. Ça dure pas. L'amour au long cours dans la vie exige des énergies communes à l'amour et à l'amitié, c'est-à-dire lire dans le cœur de l'autre, lire sainement dans ses pensées, toujours savoir où il ou elle en est, s'abandonner sans crainte, donner naturellement, se donner entièrement, rire ensemble au même moment, aux mêmes farces, aux mêmes bons mots, avoir toujours un œil sur l'autre, le bon œil, pas le mauvais œil, l'œil ouvert qui ne manque rien, des micro-blessures de l'ami, ou de l'amour, l'œil ouvert qui trouve beau et belle cette personne, quelles que soient ses aspérités, ses disproportions et autres injustices de la vie. Cela étant dit, méfiez-vous de ceux et celles qui vous tombent dans les bras, c'est-à-dire déçus, qui vous sautent dessus, qui sont amis dans la seconde et qui en mettent trop. Allons plutôt en paix et respirons par le nez. La première personne avec qui l'on doit s'entendre, c'est soi-même. Il en faut du temps et des années pour se présenter à soi-même, pour s'apprivoiser correctement. Soyez votre premier ami, vous verrez bien si vous en valez la peine. Pour un temps indéfini, le bonheur est de ne pas avoir d'amis. Il est bon d'être en compagnie de soi-même d'abord. L'ami que l'on recherche comme un remède, comme un médicament, comme un baume ne fera pas long feu. Il n'est rien de plus triste qu'un malade d'amitié qui quête l'amitié à tous les coins de rue, comme dans une cour d'école, et que chacun rejette d'instinct et d'évidence. Ne courez pas ces chimères. Être superbe,
c'est être seul et solide, digne et silencieux. Pas de contrariété, pas de comportement qui nous tombe sur les nerfs, pas de rupture, pas de trahison, pas de déception. Quand même, passer sa vie sans être déçu par les gens qu'on aime, c'est un bonheur réel. Vivre la vie sans amis, sans amour, surtout aujourd'hui où le monde est un cirque de plaisir pour tous les égos numériques gavés de gadgets nouveaux. 2 mots ont été détournés qui sont frères et sœurs, amitié et partage. Je suis ton ami et je te partage cette info. Tous les humains que l'on croise ne sont pas des amis virtuels. En circuit fermé, avec Serge Bouchard. Bonsoir. Il y a trop d'images, écrit le cinéaste Bernard Hémon. Il se prend aujourd'hui tant de photographies que l'on se demande où ira l'entièreté de ce matériel dans l'avenir. Des milliards et des milliards de photos de soi, de ses enfants, de ses voyages, de sa tour Eiffel, de sa statue de la liberté. On se photographie en déjeunant, en dînant. On immortalise même son plat du jour. Plus personne ne se regarde, plus personne ne regarde quoi que ce soit, ne contemple ou même ne déguste un moment. On le photographie plutôt, on le mitraille, selfie, Wi-Fi. Il y a une nouvelle extension au bout de nos doigts, cela tient dans la main, c'est un iPod, c'est un iPhone, c'est un appareil quelconque qui fait clic tout le temps. Il est même inutile de songer à archiver quoi que ce soit de cette explosion de photos citoyennes. Dans les pays qui en ont les moyens, la photographie est devenue un fléau. L'image l'emporte sur le réel, sur une réalité qui s'oublie, qui s'estompe et qui n'a plus d'importance. Jadis, une seule photographie avait une grande importance, justement. Les sujets fixaient gravement la caméra. Il y avait des allures cérémoniales et des mises en scène dans chaque cliché. Le temps d'exposition était très lent et il ne fallait pas bouger. Alors, cela vous fait des portraits où les gens sont raides et raidis. Chaque photo voulait dire quelque chose d'important. Nous nous sommes mariés. Voyez la belle communauté sur le parvis de l'église. Et voici mes enfants, les voilà photographiés par un photographe professionnel de la rue Sainte-Catherine. Ils sont beaux, ils sont en santé, ils sont bien habillés. Les jeunes hommes des photos, jadis, ont l'air des hommes élégants. Et nos grands-mères posées en costume de bain sur le bord du lac, alors qu'elles étaient jeunes filles, photos rares, mais cela, déjà, annonçait une certaine joie. Les gens de ma génération se souviennent de la terreur des soirées de diapositives documentant les voyages de nos amis. Il y en avait beaucoup trop de photos. Il y en avait beaucoup trop déjà. On regrettait l'album de photos, souvent oublié dans les armoires, ce qui nous dispensait d'avoir à les regarder à tout moment. Mais avec le numérique, la digue s'est brisée d'un coup. Plus rien ne nous retient. Nous sommes tous devenus des photographes compulsifs. Et en plus, nous sommes devenus vidéastes, cinéastes, documentaristes. Car l'image est insidieuse. Elle nous attire plus que la réalité. Nous préférons être une image et nous sommes tous à la fin des fabricants. Cela dormait en nous. Les moyens techniques d'aujourd'hui nous permettent d'exploser. Jadis, jusqu'à récemment, le sujet se faisait poser avec classe. Nous avions conscience de fabriquer des souvenirs. Aujourd'hui, on ne fait pas dans le souvenir, on fait dans l'instantané. Nous avons tous le sourire exagéré, la bouche ouverte. Cela grimace sur Facebook. Nous sommes costumés, maquillés. Nous sommes des clowns très souvent. Toutes les poses sont dans la nature. On peut se voir tout nu, on peut se voir ivre-mort, sur le party, en pleine déprime, en train de mourir, en train de tout ou en train de rien. Récemment, j'écrivais ceci. Une photographie ancienne sera toujours plus riche qu'une photographie récente. C'est que l'histoire gagne à tout coup sur l'actualité. Les vieilles photos ont un je ne sais quoi de révélateur, une profondeur de sens, un supplément d'âme, comme si le temps accumulaient à leur surface des couches et des couches d'un vernis mystérieux, la patine de l'histoire. Il faut se demander, quelle sorte de passé constitueront nos galaxies d'images dans 100 ans? Comment les gens du futur vont analyser les milliards de photos des fêtes d'enfants, les photos de Noël, les photos de voyage, sans parler des films, des images de toutes sortes?
Et qu'est-ce qu'une belle photo désormais? Et que dit une photo aujourd'hui? Alors je le répète, jadis, la photo était un rare cliché de ce que nous étions en vérité. Aujourd'hui, nous sommes devenus ces images et ce que nous sommes vraiment est un cliché rare au milieu de notre existence virtuelle. Nous voyons mieux le virtuel que le réel, ce qui, vous en conviendrez, change la donne absolument. Nous ne voulons plus être, nous voulons être vus, ce qui n'est pas pareil. En circuit fermé, avec Serge Bouchard. Bonsoir et bienvenue en circuit fermé. On avait dit d'Adolf Hitler qu'il avait été de son temps l'homme le plus photographié, le plus filmé, le plus pris en images. Et c'est vrai qu'on ne manque pas de matériel photographique quand il s'agit du Führer. D'ailleurs, le Troisième Reich filmait, le Troisième Reich aimait le film. Il a laissé beaucoup de matériel de propagande, des tonnes et des tonnes d'images d'horreur. En fait, il avait le sens de l'image. Certains diraient le sens de l'imaginaire symbolique. Il savait ce que représentaient les logos, les uniformes et les formes, les couleurs, le bruit des bottes, le pas des guerriers ariens, les chemises brunes n'étaient pas des chemises roses. Pendant une courte période de 12 ans d'un Troisième Reich qui devait en durer 1000, le film et la photo, l'image en général, a projeté une fable et bien servi la propagande. Réussir à montrer des gros obèses comme Goebbels en le faisant passer pour un personnage intéressant, essayer de montrer Hitler comme s'il était un super-héros guerrier des Templiers à rien, tandis qu'il était tout petit, très laid, moustachu, sans intérêt. Alors tout cela relève du chef-d'œuvre dans le genre. L'image est une déformation, tout comme la nouvelle est une désinformation. Ce qui est rapporté est forcément déformé. Qui parle ment, dit un vieux proverbe slave. Alors si l'image vaut 1000 mots, imaginez le mensonge de la photographie qui atteint la puissance 1000. Nous sommes donc confrontés à un travail rigoureux de sélection, choisir entre l'image fausse et l'image vraie. L'image a cette capacité du meilleur et du pire. Dans cet océan de faux flottent des débris de vérité. Quels que soient les débordements des photos aujourd'hui, il reste qu'une bonne photo est toujours une bonne photo. Il reste que l'image peut refléter des réalités et des émotions uniques et extraordinaires. Un documentaire, un reportage, toutes les relations de quelques supposées réalités peut mentir aussi à grand tour de manivelle. Par contre, un documentaire peut aussi être unique, vrai, puissant et approcher le réel d'une façon magique. L'œil critique est notre seule arme pour nous défendre. Il ne faut pas se laisser endormir par la puissance de l'image. N'en jamais croire ses yeux. Lorsque nous voyons la moustache d'Hitler, son képi sur la tête, lorsqu'on voit ses grimaces durant ses discours et les foules qui l'adulent, il est encore permis d'avoir un esprit critique et un œil de lynx, de le trouver petit, mesquin, dangereux. Il est encore possible de démonter la mécanique de propagande démoniaque qui se cache derrière la création d'un pareil monstre. Je viens de voir le long documentaire de Ken Burns sur Franklin Delano Roosevelt et sa femme Éléonore. Pendant plus de 3 termes présidentiels, ça fait plus de 12 ans, les Américains ont eu un président en chaise roulante. Un de leurs plus grands présidents était en chaise roulante, mais ils ne l'ont jamais vu tel. Ils ont vu un homme debout derrière un lutrin, un colosse livrant des discours brillants et forts. Ils ont vu un homme à son bureau, signant des papiers importants. Ils l'ont vu assis dans des fauteuils moelleux, en train de présider des réunions, d'avoir des rencontres. Mais ils ne l'ont pas vu en chaise roulante. L'image d'un homme fort était si forte que personne ne l'a vu en train de littéralement mourir devant les caméras. Il était très malade. On préférait croire à ce qu'il projetait, c'est-à-dire de l'énergie et de la force. Même s'il montrait tous les signes d'un homme gravement malade en phase terminale, rendu au bout de sa route. Et c'est cela l'image, c'est le reflet du monde des apparences. Nous savons tous
à propos de ces fameuses apparences qu'il importe toujours d'impérativement les sauver. En circuit fermé, avec Serge Bouchard. Alors bonsoir, c'est l'opinion de l'heure. La nuit porte conseil. Le lendemain, on tient conseil. Et puis, on donne un conseil. On se donne un conseil à soi-même. On donne un conseil à un ami. On peut donner conseil à la nation. Le conseil est bon ou il est mauvais, mais nous aimons qu'il soit réfléchi. Nous aimons surtout qu'il soit fondé sur le meilleur de nous-mêmes. Alors, je suis d'avis que notre avis ne doit pas être dispensé à tous les vents, à toutes les occasions, à tous les coups. La parole, chez les Amérindiens, était parole fort importante. Les Amérindiens tenaient de très longs conseils et les autorités françaises étaient bien impatientes, comme les technocrates et les fonctionnaires sont bien impatients. Chacun s'exprimait et chacun dans les conseils était jugé sur la valeur de son conseil. Le mot caucus est d'ailleurs un mot d'origine algonquienne. Aujourd'hui, nous vivons sous la tyrannie de l'opinion. Autrefois, il y a très longtemps, chez les Grecs notamment, le mot opinion avait un sens, je vous dirais un sens respectable. Chez les Grecs anciens, l'opinion était informée, elle était presque philosophique. Mais aujourd'hui, elle ne veut plus dire grand-chose. Le mot lui-même, c'est comme vidé de sens. Faut-il avoir une opinion sur tout? Est-ce un drame de se faire surprendre en panne d'opinion? Mais surtout, pouvons-nous élaborer notre pensée au risque d'exposer des idées plutôt que de mitrailler nos opinions? Il faut que le « je » ait atteint de très hauts niveaux de surgonflement pour ainsi commencer toutes ces phrases par un « moi je pense » bien senti. Or, nous sommes bel et bien la société du « moi je pense ». Peu importe ce que je pense, soit réfléchi ou non, soit informé ou non, ce qui compte, c'est manifester son « je pense ». La société du contenant ne saurait s'inquiéter du contenu. Dès lors, on présume que les gens, tous les gens, en tout temps et en tout lieu, ont une opinion sur toutes les choses et tous les sujets. Alors, cette opinion, on la cherche, on la sonde, on la mesure. Moi, j'aime les indécis. Et je voudrais fonder le parti des indécis. Nous passerions notre temps à tenir conseil et nous passerions surtout notre temps à changer d'idée. L'indécis fait honneur à la pensée critique. Rien n'est noir, rien n'est blanc, tout se situe entre les deux. Il n'est jamais facile de trancher, il ne faut pas trancher. Or, l'opinion moderne en est venue à constamment trancher. L'opinion polarise, binarise, simplifie. L'opinion ne souffre pas d'hésitation, l'opinion a trouvé. Elle est souvent très arrêtée. On passe bien moins de temps à se faire une opinion qu'à l'exprimer. L'opinion moderne serait donc une sorte d'invention, une vue de l'esprit, une sorte surtout de falsification. Les sondages, les vox pop, les enquêtes d'opinion en général, les focus group surtout, les ceci et cela, voilà autant de recettes tordues qui prennent les gens pour de parfaits imbéciles et qui finissent surtout par en faire la preuve. Dans le stationnement où un militaire vient de se faire tuer par un chauffard djihadiste, le journaliste demande aux badauds et aux quidam ce qu'ils pensent de l'affaire. Moi, je pense qu'il n'aurait pas dû faire ça, finalement. Nous tombons rapidement dans le délire. Dans l'embrasure de la porte, un journaliste pousse son micro et demande au père du chauffard abattu par la police, « Oui, au père du jeune chauffard. Comment vous sentez-vous? Quelle est votre opinion? » Alors, comment se sent le père d'un jeune qui vient de tuer un militaire, qui vient de se faire tuer lui-même, et ainsi de suite? Cette quête d'opinion, cette expression instantanée, tout cela finit par virer à la pornographie. Nous sommes tenus de nous mettre à nu, un sujet à la suite de l'autre. Une mère qui pleure sa fille, un père qui pleure son fils, voilà des humains qui sont sans voix, sans opinion, sans jugement dernier. Ils souffrent, et la souffrance n'est certainement pas une opinion.
Tant de sujets exigent le silence, tant de sujets appellent le recueillement. L'expression des idées est un processus de création et de dépassement. Ce n'est pas un exercice d'avilissement. Aurions-nous réussi à faire de l'opinion un simple sport de divertissement, mais surtout un sport beaucoup trop brutal? En circuit fermé, avec Serge Bouchard. Bonsoir. Les Québécois, et particulièrement les chroniqueurs québécois, entretiennent depuis longtemps un lieu commun qui, comme le veut le lieu commun en général, ne souffre d'aucun examen critique. Sans relâcher, ils envient à l'excès les débats d'opinion tenus par des personnalités françaises. Les intellectuels français, auteurs, journalistes, critiques, voire les politiciens et le premier venu dans le premier vox pop venu auraient tous naturellement le secret des échanges vifs et brillants, des affrontements solides et des débats, disons, virils, pour tomber dans le machisme. Cette observation n'est pas innocente de la part de nos intellectuels québécois. Elle suppose qu'à l'inverse des Français, nous serions incapables d'affronter la chicane, surtout verbale. Nous souffririons tous d'une sorte de débilité légère qui nous fait fuir les conflits d'opinion, soit que nous soyons lâches et peureux, soit que nous ne sachions pas nous exprimer assez pour patiner sur cette patinoire-là. Ou les deux. Cette observation tient lieu de constat et personne, à ce que je sache, ne conteste l'énoncé. Nous serions mous, tandis que eux sont fermes. Sur ce sujet, voici mon opinion. Je ne crois pas une seconde à la valeur intrinsèque d'une chicane d'opinion. La question est d'abord culturelle. À mon entendement de Nord-Américain francophone, les combats de coqs intellectuels livrés à la française me sont absolument insupportables. À la limite, je m'en amuse, mais je ne me souviens pas en avoir jamais rien retiré de positif. Car quel est le bénéfice de cette cacophonie? Chacun s'insurge, s'afflige, s'insulte, parle par le dessus des interlocuteurs, interrompt les autres sans arrêt, polarise, simplifie, caricature, pose, s'indigne pour à la fin faire un bruit tragique qui enterre la moindre possibilité d'exprimer une seule idée sensée. Une comédie bouffe, voilà ce que c'est. Un seul étonnement, comment peut-on avoir assez d'énergie à dépenser en vain? Voilà de grands athlètes d'un sport qui s'appelle « Qui parle plus fort que l'autre ». J'entendais l'autre jour Bernard-Henri Lévy se colter à un journaliste qui lui reprochait un petit je ne sais quoi quant à sa compassion pour les enfants palestiniens. En réponse, le philosophe tout étoile hurlait sa profession de foi, tandis que le journaliste répétait sans cesse la même phrase, 10 fois la même phrase, ce qui faisait toujours plus enrager BHL. BHL, c'est une marque de commerce d'un intellectuel parisien. BHL tombe dans le panneau. Il surenchit dans une sorte de délire compassionnel. Il dit « Je pleure les enfants d'Israël, je pleure les enfants de Palestine, je pleure les enfants de Syrie, je pleure les enfants de l'Irak. » Et les deux protagonistes en ont remis pendant des minutes et des minutes à savoir qui pleurait le plus sur le plus grand nombre d'enfants. Enfantillage, en vérité. Belle chicane, en effet, que ces égos surgonflés qui tenaient tant à compter leurs larmes personnelles afin de faire valoir leur vue. Qui sont des vues d'ailleurs propres aux passagers de la nef des fous. À l'opposé de cette mêlée, que savons-nous du sage? Le sage n'a rien à retirer de ses combats futiles. Il n'argumente pas pour rien. Il ne gaspille pas sa salive, son énergie, ses idées dans des débats vains, vides et bruyants. Le caquettement d'un poulailler ne change pas le destin des poulets. On ne fait pas avancer la question en enterrant les autres points de vue. Finalement, c'est peut-être que l'approche québécoise est plus près de celle du sage. Quand tu vois un imbécile hurler son argument, il vaut bien mieux se retirer de l'affrontement. Inutile de s'égosiller et de se donner en spectacle.
Bien sûr, il est noble de dialoguer. Nous parlons d'un dialogue, justement. Argumenter, convaincre, penser, partager ses idées, soumettre une pensée à l'examen des autres, voilà des sources saines. Mais un colloque n'est pas une arène pour fous alliés. Savoir-vivre a encore une valeur. Oui, l'aversion des débats futiles est une qualité culturelle. Nous avons appris des Amérindiens l'art de la retenue, ne pas parler pour ne rien dire et ne pas escrimer à l'aveugle juste pour le plaisir de contredire. Quand les couteaux volent bas, c'est que le débat n'est pas relevé. Un point, c'est tout. Il est seulement précieux et très souvent ridicule. En circuit fermé, avec Serge Bouchard. Bonsoir. Sujet très riche que celui de l'authenticité, d'autant plus riche qu'il pose la question du faux. Et le faux fait fureur, on le sait. Tout est si faux de nos jours que nous passons notre temps à fuir le faux pour retrouver le vrai. Il semble que le vrai est un je ne sais quoi de vrai qui l'emporte sur le faux. Car ce je ne sais quoi aurait une odeur de vérité, et cela ne surprendrait personne. Toute vérité n'est pas bonne à dire, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Il faut quand même un peu de menterie dans nos vies, il faut quand même un peu de faux pour passer au travers. Nous ne voulons pas ressembler à un vrai touriste quand on voyage, mais nous voulons faire un vrai voyage authentique. Pour vivre chez l'habitant, il faut quand même trouver un vrai habitant. Il faut se mentir un peu pour retrouver le Paris que nous espérons. Mais nous sommes attirés par le fond des choses. L'authentique se défile, la réalité se masque toujours et nous avons beau enlever pelure sur pelure, comme sur un oignon. Nous découvrons toujours d'autres couches qui nous rapprochent un peu plus du noyau d'une vérité, mais sans jamais nous le révéler. Le cœur des affaires semble invisible à l'œil, mais pire encore, il semble inaccessible à notre sensibilité. Nous voulons aller au cœur comme nous voulons remonter aux sources, et nous savons que l'authentique se cache dans le fond et que le faux est à la surface. Alors on nous dit toujours « sois vrai », dis toujours la vérité. Et qu'est-ce que le vrai monde? Et que dit-on quand on se dit les vraies affaires? Rien de plus faux que celui qui fait semblant d'être vrai pour de vrai. Lorsque quelqu'un commence sa phrase en disant qu'il va parler des vraies affaires, cela suppose la plupart du temps qu'il s'occupe à exprimer les fausses. Les humains sont des champions en matière de feinte. Ils se cachent sous des pelures et des pelures, si bien que leur véritable nature nous échappe constamment. Nous avons pour nous tout. Le maquillage, le costume, les postures, le mensonge pur et simple, la mauvaise foi. L'emballage est un trompe-l'œil et nous sommes constamment emballés. Nous savons depuis toujours jouer sur le registre des pièges et du faux-semblant. Nous avons l'air cool, mais nous ne sommes pas cool. Nous nous donnons des airs de dur, mais nous ne sommes pas durs du tout. Nous créons des personnages, nous sommes des acteurs, nous sommes des actrices. Nous allons jusqu'à nous convaincre que nous sommes ce que nous voudrions être. Pourtant, de la même manière que nous avons un sens sûr du bien et du mal, nous avons l'intuition du vrai et du faux. Donnez-moi une définition de l'authentique, elle est vraie, il est vrai, voici une vraie chose, une vraie pizza, on va manger une vraie pizza, on va manger une vraie soupe aux pois, le vintage du vintage. Plus le faux ressemble à l'authentique, plus il nous impressionne. Songez au succès du théâtre. Nous aimons le jeu théâtral. Cependant, il arrive des sujets sur lesquels l'humain ne joue pas. En certaines circonstances, la sincérité veut que nous touchions au vrai tout naturellement, sans avoir à réfléchir et à faire de la philosophie. Nous savons tous et toutes ce qu'est une vraie peine, une vraie souffrance et un vrai désespoir. Mais nous savons aussi et encore ce qu'est un vrai amour, un vrai bonheur et un vrai ami.
Alors c'est une quête sans fin que celle-là. Donnons cet exemple. Depuis des centaines d'années, depuis 200 ans, les Occidentaux modernes cherchent à voir des vrais sauvages, des vrais Indiens, des vrais primitifs. En 1910, Hollywood faisait des films, ses premiers films, genre Northern, comme on dit Western. Alors venez voir des films sur le Grand Nord. Et la réclame disait, avec des vrais Esquimaux. Incroyable, un film sur le Grand Nord avec des vrais Esquimaux. Eh ben non, parce que les acteurs étaient japonais et jouaient le rôle des Esquimaux. Authentique quand tu nous tiens. Alors, qu'est-ce qu'on dit quand on dit « lui, c'est un vrai »,« elle, c'est une vraie », qu'est-ce que ça veut dire? Car cela existe aussi un authentique écœurant, un authentique imbécile, un authentique faussaire. C'est la quête toujours vers une vérité fondamentale qui est la nôtre et que nous supposons bonne. Devenir ce que nous sommes, trouver ce que nous sommes et s'en tenir à cette posture authentique au beau milieu de l'infini superficiel, voilà tout un contrat. En circuit fermé, avec Serge Bouchard. Bonsoir. Depuis l'époque de Montaigne, qui est quasiment celle de Jacques Cartier, l'Occident chrétien s'intéresse à la condition naturelle de l'humain dans l'état de nature, celui du début immaculé des temps, avant la contamination de l'histoire. En 1500, les sauvages des deux Amériques, nouvellement découvertes, faisaient bien l'affaire quand on les prenait en otage, qu'on les kidnappait pour éventuellement les débarquer à Rouen en France, à Liverpool en Angleterre ou à Lisbonne au Portugal. C'étaient des spécimens d'humains purs, au degré zéro de l'humanité. Ils faisaient sensation dans les villes et on les montrait partout. Que pensaient-ils? Avaient-ils le sens du bien et du mal? Utilisaient-ils un vrai langage? Et le vrai sauvage représentait la vraie nature de ce que l'homme est dans le fond de lui-même et que la culture n'a pas encore modifié en lui au fil du temps. Est-il bon? Est-il mauvais? Une chose est sûre, le primitif arrive en premier dans tous les domaines. Il témoigne des premiers âges de l'homme, de ses premiers pas, de ses premiers mots, de ses premières réflexions. A-t-il des sentiments? Souffre-t-il moralement? Cela mange quoi en hiver un sauvage? Les Jésuites y verront des êtres possédés par les démons du paganisme. Il fallait d'urgence les instruire de la vérité pour espérer les sauver des griffes de la nature, qui, disait-on, n'étaient nul autre que les griffes du diable. Montaigne répondit à l'inverse. Ce sont des gens comme nous, ce sont des hommes ordinaires parmi les hommes ordinaires. Ils ont la même conscience, ils ont peur, ils ont froid, capables des mêmes sentiments que nous. L'humanité est donc universelle et disant cela, Montaigne fondait une certaine anthropologie. Du Moyen Âge à la Révolution industrielle, en passant par les Lumières et les Romantiques, la métaphore du vrai sauvage a traversé les siècles. En 1900, on le cherche encore. En 1900, imaginez. Mais en 1960, on le cherchait encore, jusqu'à ce qu'il se fixe dans une sorte de case abstraite dans nos têtes, le sauvage qui est simple, l'essentiel, le sage, l'écologiste naturel, le spirituel, le chaman heureux, le dépouillé de tout, l'être libre, l'anti-modernité par excellence, le bon sauvage en somme. Vers 1900, deux Américains de New York organisèrent une expédition au Labrador. Selon leur publicité, il s'agissait d'explorer le dernier territoire non cartographié de l'Amérique du Nord afin d'y retrouver les derniers Indiens d'Amérique non contaminés par la civilisation. Des Indiens n'ayant jamais vu de blanc, missionnaires, explorateurs, commerçants ou fonctionnaires. Ces Indiens parfaits, ces Indiens purs, c'étaient les mythiques Naskapi. Or, on le sait trop, ces vrais Indiens n'existaient que dans l'imagination enflammée des pauvres explorateurs de mondes inconnus. Ces Naskapi étaient simplement, ou ordinairement, des Inuits montagnais de la taïga, des plateaux labradoriens. Ils connaissaient les commerçants, ils avaient vu neiger en matière de blanc de passage.
Mais la revue américaine de chasse, de pêche et de nature sauvage recherchait le nec plus ultra de l'Indien et à défaut de le trouver, il a fallu l'inventer. En 1960, il se trouvait encore des Allemands, des Français, 1960, des Allemands et des Français, des Européens illuminés qui pénétraient dans les forêts équatoriales du monde, en Papouasie, en Amazonie, toujours en quête d'une tribu perdue ayant traversé les temps, des primitifs n'ayant jamais vu des Blancs. Ils publiaient des livres, faisaient des conférences et des tournées. Voyez les Jivaros qui réduisent les têtes, voyez les Papous, les derniers cannibales. C'est de l'ethnologie sensationnelle. Photoshop de toutes les menteries, on effacera le cadran réveil matin qui se trouve dans la tente de l'Indien. Ce que faisait Edward S. Curtis, le célèbre photographe des Indiens d'Amérique en 1900. On cherchera dans le groupe à filmer ou à photographier ceux et celles dont les visages correspondent à la tête de l'emploi, c'est-à-dire à l'imaginaire de l'Occident qui a son idée déjà toute faite sur ce à quoi doit ressembler un vrai sauvage. Une chose y est sûre, il ne porte pas une casquette de baseball ni un chandail Nike. On s'assurera de lui enlever toute trace de modernité afin de le révéler au monde. Finalement, c'est à propos de l'authentique que l'on ment le plus. Il faut donc de la prudence. Comment conserver sa naïveté, ses enchantements et ses émerveillements sans être dupe des pièges et des menteries? Voilà la grande question. Le sage est un naïf qui ne se fait pas passer un sapin. En circuit fermé, avec Serge Bouchard. Bonsoir. Voici le nom de la chose. Nommer est un acte sublime. Donner un nom à un lieu, à un plan d'eau, à une bâtisse, à un monument, à une personne, tout cela nous ramène au cœur sacré des instants baptismaux. Ondoiement de tout acabit, qui met au monde en quelque sorte le ruisseau, la montagne, l'île, le sentier, le village, les chemins, les routes, le champ, les animaux, la nature, les fleurs, les arbres, les dieux, les diables, les navires et les petits humains. Nommer un lac revient à le créer. Alors, il faut savoir qu'au-dessus des vieux pays d'Europe, l'Amérique fut un nouveau monde. Voilà un grand laboratoire de toponymie où le vieux français collisionna avec l'algonquin classique, avec l'anglais, l'espagnol, le lakota-sioux, l'iroquois et 100 autres langues amérindiennes. Je ne dis rien de la lutte entre le noble et le populaire, entre le religieux et le profane, entre l'opportunisme et l'innocence. Nous y retrouvons de tout, presque l'histoire de l'Amérique en son entier, juste à étudier le nom des lieux. Parfois, la désignation se perd dans la nuit des temps. On ne se souvient plus, mais on devine. Les anciens, souvent illettrés, étaient de très grands poètes. Le ruisseau qui barre, la rivière Embarras, la butte des morts, le lac Femme ta gueule, la côte sans dessin, la rivière Capelle, mâchoire d'Orignal. Autant de scènes littérature orale de gagner sur les enflures verbales des aristocrates. Les puissants ont en effet la manie regrettable de se reproduire eux-mêmes dans le décor. Ils transposent la toponymie de leur vieux pays et de leurs anciens titres. Nouvelle-Écosse, Nouvelle-France, Nouvelle-York, Nouveau-Brunswick. Ce manque d'imagination reproduit le petit bruit agaçant de l'arrogance coloniale. Les catholiques francophones ont exagéré, au risque de devenir fous. Ils ont béni la terre d'Amérique en distribuant le nom des saints à tous les vents. Il n'est rien qui n'est saint ceci ou saint cela, dans l'hystérie séculaire du rayonnement de la lumière éternelle. L'assemblée de tous les saints y est passée. Lorsqu'on rejoint Saint-Agricole et Saint-Lin, c'est que le martyrologue commence à s'épuiser. Mais les royalistes anglophones ne sont pas en reste. Au Canada anglais, tout est Windsor, London, Kingston, Regina, Victoria, Alberta, Prince Albert, Prince Édouard, ville de la princesse Charlotte, et ainsi de suite qui vous ramène la cour anglaise en son entier. Au 19e siècle, Lord Simcoe avait déjà demandé que l'on renomme tous les lieux importants du Haut-Canada en s'assurant que les noms ne soient ni français ni amérindiens.
C'est ainsi que la ville de Toronto fut rebaptisée du nom de York, un nom qui ne prit jamais racine, les habitants étant déjà fort attachés à Toronto, qui est un mot huron signifiant « piège à poissons ». De la même manière, le clergé canadien-français a aussi combattu l'usage des toponymes amérindiens. Ces nombreux noms algonquiens étaient jugés laids et païens. Et c'est la guerre aussi des langues, la guerre politique. Voilà la guerre des toponymes qui est une guerre des mots. Wapmagustui en cri, Kuujjuarapik en inuktitut, Great Whale en anglais et Grande Baleine en français. Voilà qui résume bien la chose pour un seul lieu en 4 langues. Autrement dit, nommer n'est pas rien. L'acte est rempli de conséquences. Tiendra-t-il la route, ce nom que nous dirons tous les jours et qui nous sera si familier? Les toponymes racontent une histoire. Il est donc question de culture et de savoir, d'appréciation et de sensibilité. Combien de Canadiens ou de Québécois sauraient-ils dire le sens du mot Saskatchewan, ni non plus de quelle langue il s'agit? Même chose pour Manitoba ou Ontario. Les réponses, Saskatchewan veut dire courant rapide en algonquien cri. Manitoba signifie au passage de l'esprit en algonquien cri et Ontario est un beau lac en langue iroquoienne. Imaginez alors les rues d'une grande ville comme Montréal. Imaginez les noms des villes. Que veut dire Ottawa? Cela signifie marchandeur en algonquien. Qui est Sherbrooke? Pourquoi Sherbrooke? Qui est Moncton? Pourquoi Moncton? La toponymie montréalaise, pour ne prendre que cet exemple, manque dramatiquement de couleurs autochtones. Sur le plateau Mont-Royal, on retrouve une petite rue peu connue, la rue Pontiac. Or, Pontiac fut une des plus grandes figures historiques et politiques de l'Amérique, et qui plus est de l'Amérique franco-amérindienne. Où voit-on le boulevard des Algonquins, les habitants originaux de l'île? Où voit-on le boulevard des Iroquois? Aussi les occupants originaux du lieu. Y a-t-il une place des Premières Nations? Les temps changent et nos visions morales suivent dans le courant. Il ne semblait pas déplacé en 1900 de nommer une rue de Montréal du nom de Hammers. La chose est moins évidente de nos jours. Elle est même devenue gênante. Cette désignation toponymique est à proprement parler un scandale. Nul ne se réjouit d'honorer la mémoire d'un criminel de guerre. Indifférence à l'histoire, faute de goût, délire circonstanciel qui nous a fait appeler une équipe montréalaise de baseball les Expos. Sommes-nous allés trop vite en nommant, sous le coup de l'émotion, un pont Pierre-Laporte? Et quelle est cette tendance à octroyer aux grandes infrastructures le nom du maire de la place? Dans une grande ville comme Montréal, il y aura toujours un peu de ménage à faire. En effet, où est la place Maurice Richard, en l'honneur du dieu du forum qui avait des yeux de feu? Où est la rue Wilfred Nelson, un de nos plus grands, sinon le plus grand de nos patriotes? Où est le pont Agathe de Repentigny, en lieu et place de Charles de Gaulle, la première grande femme d'affaires au Canada? Et le boulevard des Italiens, l'avenue des Haïtiens, la place des Irlandais, celle des Algériens, et ainsi de suite qui passeraient en revue en les honorant les grandes familles immigrantes qui se sont ajoutées aux premiers immigrants du temps de Jeanne Mance. Manière de dire qu'en matière de nom de lieu, je préférerai toujours le lac Saint-Saëns à la place Versailles. En circuit fermé, avec Serge Bouchard. Bonsoir. La vitesse de croisière me rassure, tandis que la vitesse de pointe m'indispose. L'accélération contemporaine ressemble à la croissance générale de tout. Toujours plus gros, toujours plus vite, voilà la devise indiscutable du monde actuel. La fameuse proposition « Time is money » n'a jamais réellement été démontrée. Je crois même qu'il s'agit d'une bêtise sans nom. Les temps modernes sont remplis de ces lieux communs qui deviennent des proverbes agressants. Ce type de phrase s'inscrit dans la série des « plus, c'est mieux ». « More is better ». Jeune déjà, quand j'étais jeune, la vitesse m'exaspérait. Elle ne m'a jamais grisé, encore moins fasciné. L'arrogance du rapide saute aux yeux. En mon cœur et cerveau, je préférais l'image du pilote de bombardier à hélice que celle d'un avion de chasse à réaction. L'un voit le ciel, l'autre ne voit que des instruments. L'un voit le temps passer, l'autre manque de temps pour réagir. Beaucoup de bruit pour rien. Ce sont l'intervalle et la durée qui retenaient mon attention. Je songeais plutôt à la
croissance d'un arbre. J'aimais des masses de temps, des longues distances, la sensation du lointain et le chemin pour s'y rendre. Le ronronnement d'un moteur d'avion, donc je le disais, le bruit du moteur à piston, le grondement d'un moteur de camion, la durabilité d'un mouvement, la durée d'un voyage. Voilà le merveilleux qui faisait vibrer ma jeune âme. Je suis contre le bruit, et contre ce bruit en particulier, le fameux bang de la vitesse supersonique. Cette bête secousse, l'étourdissement de l'étourdi. Je suis contre tout ce qui oblige à revêtir un uniforme spécial. Un casque, la combinaison extrême du pilote de jet ou du pilote de course, ou la casquette renversée du jeune fou au volant de sa petite Honda hurlante. J'ai toujours préféré Pierre-Esprit Radisson à Flash Gordon. C'est tout dire. La rapidité est-elle vraiment une vertu en tout lieu et circonstance? Bien sûr que non. Ce serait plutôt le contraire. Il y a certainement beaucoup de sagesse dans la lenteur. Il y en a beaucoup moins dans l'accélérateur. Celui qui part trop vite laisse beaucoup de monde en plan. La vitesse est la vertu du fuyard, de l'être qui se sauve en avant. Le départ canon humilie le peloton qui voit le croupion de celui qui a pris les devants tel un coq multicolore qui se précipite dans une clôture de broche à foin. Enfin, c'est une sorte de déclaration. C'est le syndrome de la F1. Il y a des limites de vitesse qui tiennent au savoir-vivre, à la volonté de vivre et au respect de la vie tout court. Le souffle s'étire, le corps s'étale, l'énergie se dépense, inscrivons-nous dans la distance et la durée. Car, il faut bien l'admettre, à la fin, celui qui va trop vite est impoli. La vitesse de la lumière laisse apparemment à désirer. Elle a beau nous sidérer, elle perd de sa superbe lorsque confrontée à la grandeur de l'univers. La fulgurance est humiliée en face de ce chiffre. 100 000 années-lumière pour simplement traverser la voie lactée de bout en bout. À cette échelle, la lumière traîne de la patte. Elle s'étire en longueur. Notre soleil n'est rien qu'une étoile ordinaire, très ordinaire, une naine jaune, une étoile parmi 234 milliards d'étoiles de notre galaxie, qui n'est elle-même qu'une spirale barrée insignifiante parmi des milliards d'autres galaxies, dont plusieurs sont autrement spectaculaires. Dans cette affaire, il devient inutile de parler de la Terre, car la Terre n'est rien. La Lune encore moins, et je ne dis rien de nos royaumes, de nos fiefs et clôtures. Qu'est-ce que l'espace qui sépare un grain de sable de l'autre sur une plage nord-côtière qui fait 30 kilomètres de long? Je songe souvent à la sonde Voyageur. Lancée en 1977, elle cessera de communiquer ses données en 2025. Une décennie encore et elle se sera exprimée pendant 47 ans d'un voyage supposément ahurissant de vitesse. Elle s'éloigne de nous à raison de 17 kilomètres à chaque seconde. À son rythme, le trajet entre Montréal et Québec est parcouru en 15 secondes. Dans l'environnement cosmique, cela est d'une lenteur tragique. Il lui faudra 40 000 ans pour seulement s'approcher à une année-lumière de la prochaine étoile, très voisine de notre Soleil, celle appelée Gliese. Cependant, après 37 ans de course, elle se trouve à seulement 40 heures-lumière de nous. Or, il y a 8740 heures dans une année. Vu de loin, disons de Sirius, nous serions donc finalement des escargots menteurs, qui nous félicitons de nos vitesses ahurissantes en croyant dur comme fer à nos accélérations dérisoires. En circuit fermé, avec Serge Bouchard. Bonsoir. La route est d'abord un mouvement, je dirais plus une échappée. Son pouvoir est universel et notre cœur nomade le comprend bien assez. Cette route aura pris dans l'histoire toutes les formes. Pensez aux rivières, aux lacs et aux fleuves, les fameuses routes d'eau que les Amérindiens et nos ancêtres ont si bien connues.
Mais ce fut aussi le dessin des raquettes dans la neige, ces traces attachantes qui reproduisent encore et toujours le pas régulier des humains en voyage, d'une colline à l'autre, sur la glace des lacs. Imaginez la cartographie ancienne des portages, ancrée profondément dans notre mémoire. Et puis, ce seront les sentiers des mules, la piste des chevaux, le chemin de terre finalement, le chemin qui mène de village en village un clocher à la fois. Ce sera les pistes de l'Ouest, les grandes routes légendaires, celles du sel, de la soie, de la fourrure, les grandes routes du commerce et des explorations. Les routes maritimes ont vu les courses des grands voiliers, les convois et les flottes, les traversées solitaires et de bien grands naufrages. Les routes aériennes sont des corridors étroits rigoureusement suivis par des aéronefs dociles. Et le calcul des routes est le fardeau du navigateur qui ne perd jamais de vue ses tracés sur la carte. Au sol, le chemin des mules a fini par tourner au macadam. À l'asphalte, il s'est métamorphosé en un ruban laissé ligné, sans embûche, sans entrave. Il n'y aura plus de chaos, de bosse ou d'embarras. La peinture sur l'asphalte surligne la direction qui s'en va vers nulle part. Une vallée succède à l'autre, on poursuit des nuages, des horizons, une promesse. C'est l'autoroute, celle de l'automobile, la route des camions et des autobus. La carte autoroutière nous autorise en effet des évasions dans toutes les directions. Et l'invite est parfaite, il est difficile d'y résister. La route alors devient ensorceleuse, c'est de la pure sorcellerie. Les gens sur la route forment une communauté et il n'y a que sur la route qu'on peut la rencontrer. C'est la société profonde qui sonde ces éternelles envies de liberté. Et ce sont des âmes en peine, ce sont des âmes en mouvement, des esprits libres peut-être, certainement des esprits en quête d'absolu. La réalité de la route rejoint sa propre métaphore. Nous passons, nous passons. La route est un souffle, un battement. Une mélodie à deux temps se répète sans cesse, musique de la route qui engendre le poème du mouvement. Elle est aussi faite pour rencontrer, car cela existe toujours des routes où l'on rencontre. Voilà la tragédie de la liberté, le balancement entre le partir ou le rester, entre dériver à l'aventure ou se fixer, une fois pour toutes, en un lieu. Il n'y a qu'une pensée instrumentale, pour ne voir dans la route qu'une ligne reliant un point à un autre. Et cette pensée ratatine, compte les kilomètres et s'endort dans son confort pratique, et le chemin, pour elle, est toujours trop long. Sur la route, nous sommes devenus des prisonniers de notre liberté, enfermés dans des capsules, face aux étoiles, au coucher de soleil, face aux tempêtes de pluie ou de vent, de grêle ou de neige. Nous sommes aux commandes d'un mouvement qui nous entraîne dans l'espace à chevaucher le temps. En circuit fermé, avec Serge Bouchard. Bonsoir. Lorsque meurt un bon camionneur, Dieu le reçoit au ciel en lui remettant les clés d'un beau camion neuf. Le camion de ses rêves, disons le camion de ses vœux. Le défunt prend aussitôt le volant et s'engage sur une route infinie sans entrave. Le pavé est parfaitement lisse, comme s'il était neuf. On croirait de l'asphalte posé la veille. La surface est d'une grande beauté noire. Cela sent encore le goudron frais de la route neuve. Les lignes sont bien tracées, la peinture fraîche, le trait franc, lignes jaunes, blanches, pointillées, sans qu'aucun maladroit n'ait roulé dessus avant qu'elle ne soit complètement sèche, défaisant la signature du tracé parfait, de la voie libre et de l'échappée belle. Cette route est une ligne droite, avec quelques courbes sympathiques, juste pour l'agréabilité de la conduite, juste pour bien se sentir au volant et se rappeler qu'on roule. Il n'y a ni côte dangereuse, ni descente maudite. Le moteur céleste n'a jamais besoin d'ajustement, de révision, de réparation. Inutile d'ouvrir le capot, la mécanique est sans faille aucune. On parle de freins inusables, de pneus increvables. Même pas besoin de faire le plein de carburant. Dieu a fioulé la machine pour la distance de l'éternité.
Le camion est un Mac rouge pour ceux qui aiment le rouge, un Mac noir pour ceux qui aiment le noir, mat ou luisant, selon les prières du chauffeur. Pour compagnon, parce que vous conduisez un Mac, Dieu vous donne un petit chien bulldog, comme sur le nez du camion. Ce chiot s'appelle Boris. Mais si vous le souhaitez, il n'y a qu'à demander une autre marque de camion. Dieu n'est pas regardant. Il peut vous fournir un Peterbilt, un Western Star, un Freightliner, un International Eagle ou un Volvo. Mais alors, vous n'aurez pas de chien. Le camionneur dans le ciel charrie des plumes pour les ailes des anges, et il charrie des harpes et des partitions de cantiques. La route est parsemée d'anciens truck-stops, de petits restaurants nostalgiques où la serveuse vous sert un café et une soupe avant même que vous soyez assis à votre table, et vous pouvez manger de la viande hachée sans jamais engraisser. Les paysages défilent tous plus beaux les uns que les autres. Il y a des montagnes, des vallées, des vues étourdissantes sur l'océan. On traverse des déserts, des forêts magnifiques, des villes aussi, mais il ne pleut jamais. Les couchers de soleil sont à mourir si on n'était pas déjà mort. La radio joue du blues, du jazz, du country, du folk. La radio raconte des histoires, les chauffeurs écoutent. Ils écoutent des reprises de la fameuse émission de Remarquables oubliés. En boucle, pendant des siècles. Lorsque la fatigue se fait sentir, on s'endort comme un ange. Il y a dans le ciel une route du nord. On voit des caribous courir, des ours et des loups, des renards et des carcajous. Et la nuit, lorsque le camion ronronne, immobile sur le bord de la route, le lynx vient dormir en boule sur le capot, juste pour te faire plaisir. Dieu fournit des bonnes lunettes de soleil, et au ciel, tout est climatisé. En prime, il ne s'y trouve aucune balance pour vérifier votre poids, aucune patrouille d'inspection ou de police des camions, pas de poste de douane, jamais de bouchon. Mon camion s'appellerait Espérance, et dans cette cellule tranquille, je ferais des réflexions longues comme des prières, des méditations interminables et profondes à propos de la liberté. J'écrirais « Travel with Boris », mes amours me parleraient dans ma tête et je les rassurerais en retour à propos de la paix, de la voix, de la solitude bienfaisante, sachant qu'au bout de la route, à la dernière sortie, nous allions tous nous retrouver. Voilà mon rêve le soir pour m'endormir quand je veux chasser de mon esprit les mauvais souvenirs de ma vie. En circuit fermé, avec Serge Bouchard. Bonsoir. Je suis allé à l'école, longtemps, et cela a commencé par une marche matinale de la maison jusqu'à la petite école toute neuve, avec des tableaux verts impressionnants, une craie jaune dont je n'oublierai jamais l'odeur, la main parfaite de la maîtresse qui traçait magnifiquement des mots et des phrases en faisant glisser la craie doucement et précisément, signature idéale où les lettres attachées apparaissaient si belles. Puis ce fut le collège classique, ces boiseries du 19e siècle, les hauts plafonds, des odeurs encore, des odeurs de latin, de grenouilles disséquées, de frères des écoles chrétiennes fraîchement douchés et parfumés, et puis la senteur des livres neufs, de la papeterie. Je me souviens des visages de mes copains, nous n'étions que des gars, dont la grande majorité s'ajustait mal au carcan conformiste qui voulait faire de nous des hommes d'exception. Adolescents exubérants et maladroits, jeunes hommes frondeurs et sans adresse, le collège fut une maison de redressement dont je garde le souvenir de quelques maîtres remarquables. De véritables garde-fous. L'université, ensuite. Nous voilà dans des bâtisses froides, laides, des boîtes carrées plantées sur des campus plats et sans attrait. Mais quand même, nous voilà au monde du travail intellectuel et de la passion, là où l'on devient ce que l'on est. Dans mon humble cas, l'anthropologie m'a donné la rigueur et le rêve de la discipline pour approcher les rives du sacré. J'y fus heureux de toutes les énergies de la jeunesse et de la liberté, de la recherche sur le terrain, de la recherche dans les bibliothèques et les archives, de la lecture, des écritures, des notes, des synthèses, des fiches cartonnées, des dossiers de papier, imaginez. C'était l'époque. Tout cela n'existe plus.
Tout cela n'est plus. Mon école primaire est devenue une maison pour vieillards grabataires. Mon collège fut recyclé pour faire des condos et mes universités des manufactures à répondre aux besoins de l'économie. À quoi sert une école désormais? À quoi sert un professeur dans un monde où tout le savoir est en ligne? Chacun pour soi sur la toile, dans le nuage, dans les nuages de tous les savoirs, de toutes les informations, de toutes les photos, de toutes les données, de toutes les archives, de tous les tableaux artistiques, statistiques et illustratifs. La classe est inutile quand la chambre est si pleine. La mémoire du monde entier tient dans cet écran. L'histoire, la philosophie, la géographie, la géologie, l'astrologie, la biologie, la génétique, la chimie, la physique, la mathématique, les biographies, les résumés de toutes les histoires de l'histoire du monde, jusqu'à l'histoire des objets, des pièces, des morceaux, des bribes et des poussières. Tout, absolument tout, au bout d'une seule touche. Jamais n'avons-nous disposé d'un cheval aussi rapide sur la piste du savoir. Mais qu'en est-il du cavalier? Qui montrera à l'enfant comment monter un cheval aussi fringant et aussi puissant? L'école ne serait-elle pas devenue un cursus spécialisé dans les arts et compétences de l'équitation? Savoir tenir en selle, savoir exercer sa pensée critique dans cet océan d'informations indiscriminées, savoir faire synthèse, faire ses propres liens, tracer son propre chemin, signer ses propres idées, développer sa propre pensée. Et en cela, rien de nouveau sous le soleil. Cela prendra toujours un maître, une maîtresse, une direction. Car ce magnifique pur sang, il faut apprendre à le monter. Devenir un bon cavalier prend du temps, hier comme aujourd'hui. L'ordinateur est merveilleusement rapide, mais il ne va nulle part. Et toi, tu es si lent, mais tu en tiens les guides. Il faut des décennies pour bien maîtriser une monture aussi exceptionnelle. Et cela prend des générations et des générations pour développer une éthique des cavaliers, pour simplement monter une cavalerie. Tu ne peux pas être le meilleur archer du royaume sans devenir le meilleur archer du royaume, quelle que soit la puissance de ton arc. D'ailleurs, avec un arc aussi performant et des flèches aussi parfaites, tu peux avoir l'air très fou à tirer en l'air n'importe comment, n'importe où, en t'imaginant tireur d'élite alors que tu ne sais rien. Il faut apprendre à tirer encore, s'entraîner, se perfectionner, répéter, refaire, mûrir, grandir, bref, il faut s'instruire dans l'art de l'archer. Tout connaître des tensions et des courbures de l'histoire de l'arc, de la nature des matériaux, de la nature de l'œil, du jeu du vent, de la densité de l'air, des vélocités, de la qualité des plumes de la flèche, des pointes de flèche, tout savoir à propos de la corde, et cela ne sera que la première année. Ensuite, il faut apprendre le gibier, la justice, la morale, la stratégie, le jugement, la lumière, le vide, le cosmos, la courbe de l'univers. Tu mènes le cheval ou c'est le cheval qui te mène? L'ignorance, le non-savoir, le mal-savoir, la paresse intellectuelle, autant de postures tragiques qui donnent au cheval une importance, une marge de manœuvre et une autorité que la bête n'aura jamais. Et quel est ce monde où le fait de disposer d'un outil nous dispense d'apprendre à l'utiliser? En circuit fermé, avec Serge Bouchard. Bonsoir. Dans ma vie, j'ai eu quelques maîtres, quelques maîtresses aussi. Et dans le curriculum académique d'un être humain, il est des rencontres au sommet aussi déterminantes qu'inoubliables, des figures magistrales qui ont changé le cours des choses. Il arrive que ce soit un professeur du primaire ou un enseignant universitaire. Peu importe, ça peut être n'importe qui dans n'importe quel domaine du métier de vivre. Ces rencontres sont rares. Il importe de ne pas rater ces rendez-vous. L'éducation parsème sur notre chemin des professeurs d'exception, qui sont en réalité des maîtres, qui sont des mentors. L'exemple célèbre d'Albert Camus, qui, au moment de recevoir le prix Nobel, remercie tout simplement M. Germain, son instituteur à Alger, est absolument étourdissant. Ce M. Germain a changé la vie de ce petit garçon qui aimait garder les buts au foot, qui aimait la mer et profiter de la vie sous le ciel bleu de son pays. Par les détours d'une magie dont personne n'a à ce jour percé le mystère,
ce professeur a transformé ce jeune insouciant, il a mis en branle une machine, il a déclenché un processus, un phénomène qui, à la fin, s'est appelé Albert Camus. Or, il n'est pas nécessaire de s'appeler Albert Camus pour reconnaître les maîtres et les maîtresses de nos vies. Dans un de mes livres, celui intitulé « Les corneilles ne sont pas les épouses des corbeaux », j'ai retrouvé un texte où je rends hommage à mon institutrice de 3e année du cours primaire, mademoiselle Laberge. Sa figure m'habite encore aujourd'hui. Elle m'a donné la clé d'un monde, celui d'apprendre et de bien faire. Et plus tard, au collège, j'ai rencontré un professeur de philosophie si audacieux qu'il nous introduisit à la pensée de Ernst Cassirer, penseur des symboles et de l'imaginaire. Quel cadeau! Un professeur passionné, généreux, original, absolument unique. Et puis, à l'université, le professeur devient un mentor. Le savoir est celui d'un savant. Mais il y a encore plus. Définir avec précision la relation complexe qui lie un maître et son élève est une tâche impossible. Cependant, cette relation existe bel et bien, en éducation comme dans la vie de tous les jours. J'ai eu la chance trop rapidement passée de rencontrer un grand homme qui était mon héros en matière d'études nordiques et amérindiennes, le botaniste Jacques Rousseau, collègue du frère Marie-Victorin, rien que ça, et grand explorateur de la Boréalie et du Nord québécois. Et j'avais là devant moi un maître en son domaine, je le savais, il savait que je savais, et si la mort ne l'avait pas emporté soudainement, je suis convaincu, encore aujourd'hui, qu'il m'aurait pris sous son aile pendant un bon bout de temps. J'étais jeune, je cherchais son amitié certainement, mais je cherchais surtout à entendre et à suivre ses conseils, ses avis, son enseignement, sans discuter. Le mentor est critique, il est sans compromis, il profite positivement de son statut qui lui permet de tout dire à son élève. Le peu de temps où j'ai fréquenté Jacques Rousseau m'a révélé cette exigence, cette intransigeance, la nécessité du dépassement et de la dépense. Un autre homme, moins célèbre, m'a encore poussé plus loin. M. Roger Potier était un mauvais professeur devant une classe, mais ce fut le mentor le plus redoutable de ma formation d'anthropologue et d'intellectuel. Il m'a montré les dangers de la facilité, il mettait systématiquement à l'épreuve mes connaissances, mes dires, mes écrits, mes croyances même. Ne jamais croire du premier coup ce que tu lis dans les livres, ce que tu entends dans les colloques, ce que tu penses être la vérité. Il m'a montré la discipline de la pensée critique, autonome, toujours en mouvement. Il m'a montré comment créer de la pensée. Et créer comporte sa part de souffrance, j'irais jusqu'à dire de douleur. Alors, l'anthropologue Potier était très dur à son élève. L'affaire est simple, finalement. On admire, on fait confiance, on revêt son manteau d'élève et on entre en relation dialectique avec celui ou celle que nous identifions comme un maître en son domaine, quel qu'il soit. Ses commentaires sont des énigmes à résoudre. Tu es constamment ébranlé, tu vis dans le doute, mais l'élève apprend alors du maître qui le fait cheminer, qui le transforme et qui le pousse au bout de ses capacités. Le maître se réfère à l'être, il ne se réfère pas à une technique en particulier. La relation, c'est le cas de le dire, est personnalisée. Pas de recette, pas de formule, pas de protocole. Cette transmission du savoir est si subtile qu'elle confine à l'intangible absolu. Quel paradoxe! La relation éducative la plus puissante sera la relation la plus subjective et la plus qualitative. En cela, il n'y aura jamais de mesure. Il n'y a que de la démesure. L'humain est humain, il ne tiendra jamais dans une boîte ou dans un système, il s'élève en profondeur et en totalité ou pas du tout. Nous ne sommes ni des objets, ni des données, ni des intelligences artificielles. Alors en ces matières, oubliez le programme. En circuit fermé, avec Serge Bouchard. Bonsoir. Il y a bien une limite de vitesse quelque part, un point au-delà duquel nous tombons dans l'absurde. Toute accélération rencontre son mur. Nous aurons beau réduire l'énoncé à 140 caractères, texter de nouveaux messages au moyen d'un code qui rogne sur la grammaire.
Nous aurons beau nous injecter des drogues pour gagner des fractions de seconde dans nos performances sportives, aller aux extrêmes de l'extrême, cela ne change rien aux limites. Nous ne pouvons pas aller plus vite que le moteur que nous utilisons. Nous ne sommes jamais allés bien loin avec nos machines à piston. Nous ne changerons pas le monde avec nos moteurs à réaction. Il nous faudrait, pour quitter le système solaire et espérer rejoindre le plus proche corps céleste, un autre mode de propulsion que celui des fusées. Nous ne pouvons pas aller plus loin que nos moteurs de recherche. L'Internet est une toile au plafond de notre prison commune. Le calcul rapide n'est pas une panacée. Il permet de grandes prouesses techniques, mais le résultat sera toujours le même à la fin. Il pourra même nous révéler plus rapidement la date où la bulle de croissance éclatera, le moment où le point de non-retour sera atteint. Mais ce chiffre ne fera pas ralentir le navire. Le Titanic va poursuivre sa lancée jusqu'à l'impact fatal. La haute vitesse a un prix. Elle tétanise sous apparence d'euphorie le voyageur. Elle fait de nous des esclaves de l'efficacité instrumentale. Elle réduit la capacité de penser, de dire et de réfléchir. Ce mur, je te le partage, et ensemble, nous allons le frapper. Cette excitation générale consomme une énergie considérable. Tout ce bruit, toutes ces courses, ces statistiques et ces chiffres, cela coûte. La Terre se réchauffe au terme de tant d'accélération, de communication, de dépassement, de hurlements, d'explosions et de tensions, de réunions et de mouvements. La Terre se réchauffe parce que l'histoire est trop chaude. L'avion décolle, l'avion atterrit, les trains passent et repassent, qui charrient du pétrole. Les bateaux transportent 6 étages de conteneurs, les navires pétroliers font 1 kilomètre de long. La Terre est illuminée artificiellement à longueur de journée. Usure des pneus, des manettes, des cerveaux, la pression monte. Les transmissions électroniques sont fragiles. Tout ne tient qu'à un fil et ce fil n'est jamais le fil d'arrivée. Plus moyen d'aller dormir, de respirer par le nez, il faut aller encore plus vite, croître d'une autre coche, augmenter sans cesse son activité pour ne pas avoir l'impression de régresser. Sur la route, lorsque je suis en voiture et que je rencontre une voiture qui roule trop lentement, je m'impatiente et il m'arrive que dans ma tête, je traite le conducteur de tous les noms. Si mon ordinateur n'arrive pas à rejoindre le serveur Internet dans la seconde, je ne suis pas loin de paniquer. Nous sommes tous emportés dans ce fol élan. La patience est un art à jamais perdu. Nous ne souffrons pas les temps morts et nous allons jusqu'à meubler nos vacances d'activités récréatives diverses. Il n'y a pas de temps à perdre quand il s'agit de refaire ses forces. Ce passage incessant des vitesses inédites nous conforte dans l'idée simpliste d'une évolution qualitative, traduisant un niveau toujours supérieur de civilisation. Plus nous allons vite, plus nous serions civilisés. Or, il n'en est rien. Nous sommes devenus addictifs au contenant, mais très rébarbatifs au contenu. Nous, les adorateurs du veau d'or de nos puissances technologiques, nous surfons à la surface des choses. Vus de loin, disons de Sirius, nous serions tels des escargots malades de vitesse, des esprits troublés qui passons notre temps à nous féliciter de nos records, en croyant dur comme fer aux valeurs de nos accélérations dérisoires. L'intelligence est pleine de ces folies diverses. L'illusion de tourner plus vite que le temps en est une qui colore notre destin. Et à force de mener ce train d'enfer, nous arrivons à l'impolitesse suprême, ignorer la beauté du monde dans lequel s'inscrit notre course folle. En circuit fermé, avec Serge Bouchard. Bonsoir. Que serions-nous sans les Canadiens de Montréal?
Au fil des générations d'amateurs, le club s'est élevé au statut lucratif de métaphore identitaire principale. Il s'agit des saisons qui sont bonnes ou mauvaises, des récoltes de points, saisons qui reviennent une année après l'autre au point de devenir une échelle dans le temps. Il s'agit de savoir si nous sommes heureux ou malheureux. Le club, il faut le dire, a plus d'un siècle, 105 ans précisément cette année, ce qui est énorme dans la mire d'une société qui carbure aux clichés de l'heure et à l'amnésie générale. Ce n'est plus une organisation de sport professionnel, c'est un phénomène paranormal. Voici le monde de la gloire et de la démesure, le monde de la couleur et du spectacle, des émotions extrêmes de la joie et de la souffrance, l'espoir déçu, le rêve réalisé, la possibilité, toujours, d'une coupe Stanley, la tragique réalité de la quête et de la conquête chaque année. Nous appartenons, nous nous identifions, nous accordons nos humeurs sur les performances de l'équipe. Les Canadiens de Montréal sont devenus plus grands que nature, plus grands certainement que l'univers culturel dans lequel ils s'inscrivent. Le logo d'abord, les couleurs, l'histoire. Le CH représente à l'origine la signature catholique, canadienne-française. C comme catholique. H comme habitant, les terriens, les ouvriers de l'équipe. Les Canadiens de Montréal sont des Canadiens français dont le but est de battre les Anglais protestants de Toronto et les Américains de New York. Aujourd'hui, nous sommes bien loin de la vengeance des habitants. La partisanerie rassemble tous les peuples, toutes les cultures que l'on peut retrouver dans la province de Québec et dans la ville de Montréal. Il n'y a que les Québécois de la ville de Québec pour détester la Sainte-Flanelle et lui faire des honneurs, mais ce sont les gens de Québec, des mauvais joueurs qui manquent de foi, tout simplement. Autrement, les Canadiens sont à tout le monde, aux Haïtiens, aux Algériens, aux Italiens, aux Grecs, aux Polonais et aux Anglais. Les Canadiens de Montréal sont devenus des rassembleurs de cultures diverses. Alors cela n'existe plus, les Canadiens français en patin, en quête de leur identité. C'est terminé. Les Canadiens, c'est l'euphorie. C'est le je ne sais quoi que Vancouver, Toronto, Ottawa, Winnipeg, Calgary, Edmonton n'auront jamais. Il faut parler d'un charme, d'une sorte de charisme, d'une magie, une joie, une folie, un laisser-aller, un tour de passe-passe qui fait que les Canadiens passent avant tout le monde. Tout tient dans un seul chandail. Identité, appartenance, autorisation de hurler sa joie, de pleurer, de protester, de crier, encore, de parler toujours. Le Canadien est bon à penser. Nous sommes une ville, l'étendard d'une ville. Nous sommes des buteurs, des défenseurs. Nous avons la vitesse, le courage. Nous sommes des plombiers. On travaille fort dans les coins, on ne lâche jamais. Avec les Canadiens, il y a plus encore. Nous sommes les meilleurs au monde. 24 coupes Stanley derrière la cravate. Nous appartenons à un club de prestige. Gloire, courage et force, comme un camion, comme une banque, comme une corporation. Alors, s'intéresser aux Canadiens, c'est toucher à la cour des grands. Ce sont les glorieux, et être amis des glorieux nous propulse vers les sommets. Les Canadiens de Montréal, c'est le téléroman de ceux qui ne suivent pas les téléromans. C'est le spectacle de ceux qui ne vont pas au spectacle. Mais encore, la saison des Canadiens ponctue les jours ordinaires de plusieurs points extraordinaires. Ce sont des rendez-vous, des matchs qui se succèdent les uns après les autres. Ce sont des pièces de théâtre avec scénario et mise en scène, des blessés, des vainqueurs, des vaincus, des injustices. Dieu a inventé les Canadiens de Montréal pour nous aider à passer au travers de l'hiver. Cela donne du sens à la slush, à nos tucs, à la neige qui tombe. Que serions-nous sans les Canadiens de Montréal? Nous serions des orphelins, des orphelines autour du vieux poêle. Nous serions grelottants et moroses. Nous aurions l'impression d'être revenus dans l'ombre du royaume de la grande noirceur, sans espoir de lumière. Avec le Canadien, pas de logique, pas de raison, pas de doute. Nous sommes emportés par le mythe réconfortant d'un nous légitime qu'il faut défendre à tout prix et auquel nous adhérons sans réserve aucune. C'est le nous dans l'unisson, la couleur, l'uniforme, l'histoire, l'ennemi, la peur de perdre, l'espoir de gagner. La charge symbolique est ici explosive. C'est le business parfait.